Ça me rappelle une autre histoire comme ça, où, en l'occurrence, ce qu'on avait pris au mot, c'était pas les valeurs, c'était le dirigeant. Lui, son truc, c'était de dire, il faut qu'on arrive à avoir des positions plus fortes face au client et à challenger davantage le client. Mais le problème, c'est que quand on regardait ce qui se passait dans son codir et dans les différentes, ils n'arrivaient pas du tout à se challenger eux-mêmes, et il y avait vraiment doigt sur la couture, le patron parle, les équipes écoutent, zéro antagonisme, zéro débat, et du coup zéro appropriation, parce que moi, si je fais partie d'une équipe et je me sens autorisé, culture, à rien dire, je vais dire oui, mais je vais penser non tout le temps. Et à chaque fois que je dis oui et que je pense non, je retourne dans mes équipes et je fais comme d'habitude, quoi. Donc ça, c'était un vrai problème. Et la manière qu'on avait eue de prendre au mot ce dirigeant, c'était de dire, en fait, tu peux pas demander à tes équipes d'être confrontantes face aux clients si, en même temps, elles ont l'habitude de s'écraser face à leur manager. Et donc, il faut imaginer que la relation manager-manager soit une espèce de gymnase, soit une espèce de terrain d'entraînement à l'antagonisme. Pour que ton truc fonctionne, pour que les personnes apprennent à être plus confrontantes face aux clients, il faut d'abord qu'elles apprennent à être plus confrontantes face à leur manager. Et donc, le niveau boss de ce jeu-là, c'est face à toi aussi. Et donc, la meilleure manière que tu vas avoir d'atteindre ton objectif, c'est de te faire vachement plus challenger dans tes codires, par exemple. Salut Jérôme. Salut Pat. On se retrouve pour une table ronde tous les deux. Ouais, t'as vu, on a changé de place. Putain, ouais, ça me perturbe un peu. Ouais, moi aussi. Et surtout, au-delà de changer de place, on a changé un tout petit peu notre système. Les 2 premières fois qu'on s'est parlé, c'est toi qui m'as amené un sujet à traiter ensemble. Ouais. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais t'amener un sujet à traiter tous les deux. Exactement. Moi, je voudrais parler d'un sujet qui me semble, qui est très précis, qui est dans une entreprise que j'accompagne actuellement, mais qui me semble être très très généralisé. Je voudrais parler avec toi du poids culturel qui pèse sur les managers et sur les équipes en général. Ouais. Je m'explique en deux mots. Là, j'accompagne une équipe de direction, mais ça aurait pu être une autre, qui, moyennant un certain nombre de discussions, va être amenée à émettre des souhaits de changement, des envies de changement, à se motiver entre elles, etc., etc. Mais qui est perturbé tout le temps, du début à la fin, avec l'ensemble des contraintes qui pèsent sur elles, enfin qui pensent qu'ils pèsent sur elles. Et donc tu sais, c'est les phrases de mais nous, dans cette boîte, on n'a pas le droit de faire ça. Et puis tu comprends, le patron, il est comme ci, comme ça, il va jamais vouloir que. On est dans une équipe de direction pour toute une partie de l'entreprise. Le chef de cette équipe, il est très très haut placé dans l'organisation, très haut mais pas tout en haut. Et donc il y a un type au-dessus, qui est le propriétaire, ça a son importance évidemment, qui est le créateur, c'est une boîte de 3000 bonhommes. Et donc ce comité de direction, il se regroupe en disant qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire. Évidemment, en les poussant un peu, on a plein d'idées géniales. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que je m'aperçois que ces gens-là, dans cette boîte comme ailleurs, ils ont très très souvent d'innombrables raisons de ne pas faire, liées à des expériences qu'ils ont de leur entreprise, et qui les bloquent, et qui leur fait mal d'ailleurs, c'est très très compliqué. Et moi, je voulais te proposer qu'on parle un peu de ce sujet-là. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant, parce que moi je trouve qu'on le voit partout, ce sujet. Ouais, partout. En tout cas, dans toutes les grandes boîtes, il me semble. Ouais. Ouais. Ah, je dirais même dans les petites. Même dans les petites, en fait. Dans les C'est-à-dire toutes les situations où on se dit, ce serait chouette d'aller dans cette direction, mais on peut pas, parce qu'ici ça se fait pas, parce que ce serait pas être conforme à. Alors parfois on utilise l'ADN de cette boîte. Parfois on dit à la culture, à ce qui se fait, ce qui se fait pas, au code. Et c'est pas que du flanc. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est des vrais freins, et c'est des freins qui sont très argumentés, et qui sont aussi argumentés sur des faits. C'est-à-dire qu'ils vont t'expliquer que ça se passe comme ça, et d'ailleurs, tiens, regarde cet exemple, et puis toi, moi je dis toujours, mais attendez, cet exemple il est isolé ou pas? Non, c'est pas isolé, il y en a plein, parce qu'évidemment si c'était isolé, on n'aurait pas de problème. Et donc vraiment, moi je trouve qu'il y a cette espèce de poids culturel qui pousse à la reproduction, ou qui pousse au malaise. C'est-à-dire qu'en gros, tu te dis, j'ai envie de faire ça, mais j'y arriverai jamais. Et je trouve qu'il faut qu'on arrive, en excluant évidemment le recours au conseil, parce que ce serait trop facile de dire, il suffit de nous appeler. Ouais. Et en plus, c'est pas vrai. Parce qu'en vrai, même avec des gens comme nous, c'est tout de suite galère de devoir passer par là. Il y a un gros sujet là-dessus, y compris les chefs. Le chef du CODIR, qui est un mec extrêmement positif et optimiste, il a du mal à se lâcher à cause de ça. Ça me rappelle un client avec lequel je passe pas mal de temps en ce moment, et eux ils disent, nous on a une culture un peu trop, leur mot c'est un peu trop docile. C'est-à-dire que
Ils disent, bah, il faudrait qu'on arrive à être plus force de proposition par rapport à notre client, qu'on arrive dans le management aussi à se dire davantage les choses, à se faire plus de feedback, etc. Et en fait, ils n'y arrivent pas. Et leur explication, qui est d'ailleurs une explication un peu qui se mord la queue, parce que ils expliquent leur comportement par leur culture et leur culture par leur comportement, mais encore une fois, c'est des vrais freins, c'est, bah, on peut pas parce que c'est pas notre culture. Et en même temps, leur culture actuelle est entretenue par le fait qu'ils le fassent pas, et c'est pour ça que je dis que ça se mord la queue, mais ils voient exactement ce qu'ils devraient faire. Ils devraient challenger davantage leurs clients quand le client dit bah il faudrait s'y prendre comme ceci plutôt que comme cela, alors que c'est eux qui savent comment le produit se fabrique, ils devraient être capables de le challenger. Ils devraient être capables d'exprimer davantage leurs désaccords en réunion, que ce soit les réunions de comité de direction ou les réunions dans les équipes. Ils savent exactement ce qu'ils devraient faire. Mais ils s'en sentent absolument incapables parce que ici, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, du coup, vraiment pour illustrer, et puis pour que les gens comprennent exactement, j'ai 2 ou 3 exemples en tête de trucs très très concrets que les gens vont comprendre. Par exemple, ils ont 2 usines, donc il y a beaucoup d'usines dans cette entreprise. Il y en a 2 qui ont des très gros problèmes de sous-effectifs. Donc, ils sont en gros à 20% sous-effectifs. Donc, c'est la catastrophe. Hein. C'est des usines de 100 et ils sont 80. Ils n'arrivent pas à recruter parce que c'est pas une entreprise extrêmement connue, elle doit faire face à une concurrence qui fait que les gens sont très chers, etc. Ce comité de direction, il se dit, bon, bah, il faut absolument qu'on remplisse les positions. Tu sais, c'est un peu la discussion qu'on avait sur l'intérim, turnover, le turnover. Il faut qu'on remplisse les positions, quitte à prendre des gens un peu moins qualifiés qu'on formera. Ok, et ils sont assez vite d'accord là-dessus. Oui, c'est vrai, c'est mieux de prendre quelqu'un peu qualifié, de le former, mais qu'il y ait quelqu'un, plutôt que d'avoir personne. Donc ils disent ça et on est vite d'accord. Par contre... C'est déjà pas mal d'être Ouais, non mais c'est tellement obvious, si tu veux, comme ils n'arrivent vraiment pas à remplir les positions, t'as envie de leur dire c'est toujours mieux que rien. Bon. Et c'est vraiment assez rapide. Sauf qu'après, ils vont nous dire, ouais, mais notre chef, sa consigne, c'est moi je veux les meilleurs à tous les postes. Donc ensuite, son système de validation, qui évidemment est très contrôlant, t'imagines bien, c'est il est pas bon, tu le prends pas. Et il est pas bon, ça va vite. Hein. Sur un CV, il suffit qu'il y ait une ligne qui manque ou une ligne en trop. Un critère qui n'est pas coché, quoi. Ouais, exactement. Donc ça, c'est premier exemple. Deuxième exemple, c'est des gens qui ont... c'est une activité qui est en forte croissance, et c'est des gens qui vont avoir énormément de projets de différentes natures. C'est-à-dire c'est une entreprise qui a envie de prendre des positions sur le marché, donc elle a tendance à répondre à beaucoup de projets. Évidemment, elle finit par se rendre compte qu'elle en a trop. Et évidemment, dans ces projets, il y en a qui sont très excitants du point de vue technologique, financier et humain. Et puis, bah, dans l'eau, il y en a qui sont moins excitants sur ces 3 aspects-là. L'équipe, elle tombe assez vite d'accord sur, bon, bah, en fait, il faudrait qu'on fasse un choix, il faudrait qu'on arrive à dire non, etc. Mais le chef, il dit tout le temps oui. Et en fait, ce que je trouve vraiment difficile dans un cas comme celui-là, c'est que tu as une culture tacite des entreprises. Ok. Mais en plus, tu as vraiment des demandes qui vont à l'opposé de ce que l'opérationnel veut faire. Et moi, je trouve que j'aimerais bien qu'on essaye de trouver, sinon une solution, en tout cas des pistes de solution pour cette équipe, en partant du principe qu'ils ne peuvent pas complètement transformer leur chef. Le mec, c'est le taulier, c'est sa boîte, il a 60 ans, il est millionnaire, il ne va pas changer comme ça. Mais que les consignes venant du chef ne marchent pas et que donc il va bien falloir faire quelque chose. Et je trouve que c'est très très compliqué ça, d'arriver à se dire ok, comment j'arrive à forcer un peu la porte, donc il y a sauter le verrou. Il y a 2 difficultés dans ton truc, c'est-à-dire qu'il faut les aider à désobéir à la culture, mais aussi à leur chef d'une certaine manière. Alors en tout cas désobéir ou challenger ou trouver un moyen de le challenger. Ou trouver un moyen de le convaincre, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la culture qui a une force agissante dans ton système. Parce que la culture, c'est comme tu disais, tout à l'heure, tu disais culture tacite. Je trouve que c'est intéressant de s'arrêter 2 secondes là-dessus. En fait, la culture, elle est toujours tacite. C'est-à-dire que la culture, c'est l'ensemble des trucs qui nous paraît tellement évidents qu'on les challenge même pas et qu'on les questionne jamais et qu'on peut même se demander s'il y a une alternative possible, quoi. La culture, c'est ce qui nous apparaît quand on est confronté à une autre culture et on se dit, bah, ils font comme ça ici, c'est vraiment chelou, quoi. Et là, c'est vrai que je reviens sur ce que tu disais, c'est pas du tout spécifique aux grandes boîtes. Tu prends par exemple la nôtre, on est 20, elle a une culture qui est très forte et nous, on le voit un petit peu dans la confrontation aux autres. Nous, on le voit surtout beaucoup, par exemple, en recrutement. C'est-à-dire qu'on voit très très bien que tous les gens qui sont dedans, ils se sentent plutôt bien, on va dire. Et les gens qui rentrent, ils disent c'est dur de s'intégrer.
Donc il y a bien ce truc culturel. Et effectivement, pour moi, il y a cette culture, on va dire quand même une culture tacite. Ouais, c'est peut-être ça, une c'est- répétition, mais c'est pas grave. C'est les règles non écrites, en fait. Voilà. Et ça existe. Et il me semble que un codir un peu mature va réussir à l'enfoncer un peu. Par contre, il y a aussi des éléments de, je sais pas si on appelle ça encore de la culture, mais de contraintes politiques réelles Et là, pour le coup, très explicite. et qui sont contre-productives, mais qui sont contre-productives parce qu'il a un principe. Tu vois, typiquement sur le recrutement, c'est quelqu'un qui s'est pas posé la question est-ce que c'était la meilleure solution de recruter les meilleurs. Lui, dans sa tête, si je recrute les meilleurs, j'aurai les meilleurs résultats. Oui, c'est comme ça. C'est... Nous, on challenge ça, mais Ouais. si tu veux, je peux pas empêcher quelqu'un d'avoir ce raisonnement. Ce raisonnement, il est mainstream. Et moi, j'aime bien cette idée que un comité de direction, ou une équipe en général, qui prend des décisions, elle doit être capable de s'affranchir de sa culture, c'est-à-dire pas la nier, mais en tout cas de la laisser à l'endroit où elle doit être, c'est-à-dire en arrière-plan et pas dans tout, partout, tout le temps. Mais après, comment fait-elle aussi pour prouver par les actions? Est-ce qu'elle doit désobéir? Tu vois, par exemple, dans ce cas-là, moi, je me demande jusqu'à quel point elle doit désobéir. Bah, là, il faudrait qu'on fasse une distinction dans nos discussions entre les demandes explicites, par exemple celle du chef, et le poids de la culture. Le poids de la culture, moi, mon point de vue, c'est que la seule manière de faire évoluer une culture, c'est d'y désobéir. C'est-à-dire de faire quelque chose de différent que ce qui est prescrit par la culture, les normes, les règles non écrites, les codes, enfin, il y a plein de synonymes qu'on utilise dans les boîtes pour parler de ça, cette espèce de pression de la somme ou de la moyenne des comportements collectifs et la pression que ça met sur les individus pour s'y conformer. Voilà. Ça, je suis d'accord. Ça, pour moi, c'est la seule. Je suis d'accord avec toi. Je réfléchis en même temps. Hein. Je suis d'accord. C'est la seule solution si tu es tributaire de cette culture Ouais. et si tu es un des leaders du système qui a adopté cette culture. Il me semble que tu peux aider en ayant une attitude peu réglementaire. C'est-à-dire en faisant un système qui a tellement l'habitude, qui entérine le moins possible la culture, pour que les gens aient le plus possible l'habitude de ne pas tomber dans leur travers. On essaie de faire nous chez nous, tu vois, par exemple, ce côté, on n'entérine jamais, ils nous demandent souvent des règles et on dit toujours non. Exactement, exactement. Ouais. Je pense que c'est un sujet sur lequel c'est hyper difficile d'avancer. Donc, je voudrais juste dire que c'est normal d'avoir du mal sur ce sujet-là. Et il y a une des raisons pour lesquelles c'est normal d'avoir du mal sur ce sujet-là, c'est que à chaque fois que tu vas faire un pas de côté par rapport à ce que prescrit la culture, par exemple, recruter les meilleurs plutôt que recruter quelqu'un dont on pressent un potentiel, mais qui n'est pour l'instant qu'une promesse qui n'est pas encore tenue, c'est que ce choix-là, à partir du moment où il est à l'écart de la culture, s'il fonctionne pas, ce sera toujours perçu comme une grosse prise de risque et on va pouvoir toujours te le reprocher, etc. Alors que c'est quand même beaucoup plus difficile de se voir reprocher un choix qui va dans le sens de la culture, même s'il fonctionne pas. Donc il y a quand même un côté, je me mets à l'écart et je m'expose quand je fais le choix, quand je fais un choix qui va à l'encontre ou qui s'écarte un tout petit peu de la pression de la norme, quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais tout à fait. Et je vois bien la difficulté de ça. Et par contre, ça, moi, il me semble que, par exemple, dans une dynamique de codir qui fonctionne bien, une équipe raisonnablement performante, hein, je te parle pas de France 98, mais d'une équipe qui fonctionne raisonnablement, il me semble que justement les aspects, la dynamique collective, l'existence d'une ambition commune, l'envie d'atteindre un certain nombre d'objectifs de moyens, d'envie de tout ça, ça peut permettre justement de créer des situations où l'audace par rapport à une culture est beaucoup plus facile à faire et de diminuer ce danger-là. Ouais. Et de passer d'un danger qui est si jamais je me plante, on me le reprochera fort, à plutôt le danger lié à celui du pionnier, qui est si jamais tu te plantes, on pourra se dire que c'était quand même un peu normal vu que c'était quand même très loin des sentiers battus. Oui. Et évidemment, dès qu'on va arriver à passer de cette crainte conservatrice de oulala, si je me plante, je vais me faire tuer parce qu'on va m'expliquer pourquoi tu t'es écarté du chemin, à la crainte plus, on va dire, progressiste du pionnier, quoi. Qui est, ok, on pourra se dire, ouais, en fait, tu t'es perdu sur le chemin, mais en même temps, c'était la première fois qu'on y passait par là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est pour moi, sur la culture tacite, c'est vraiment en mettant cette énergie du pionnier versus du gestionnaire,
que tu vas réussir à avoir des choses comme ça. Et évidemment, le pionnier, il ouais. est pionnier parce qu'il doit conquérir un territoire. Exactement. Un pionnier, Ouais. on pense tout de suite à la conquête Ouais. de l'Ouest américain, parce que physiquement, c'est très net. Je prends des risques incroyables, je traverse un univers hostile, que ce soit par les populations que je traverse, les univers géographiques, la chaleur, le froid, la neige, mais je le fais pour la promesse soit de l'or, Ouais. soit d'un territoire à explorer, etc. Donc il y a un énorme levier qui permet d'éviter, ou en tout cas de diminuer le danger que tu dis. Et là, tu vois, je trouve qu'il y a une première piste assez sérieuse dans ce que tu dis là, c'est la capacité, ou en tout cas le moyen qu'on peut avoir de prendre au mot, en règle générale. Il y a plein de manières de prendre au mot. Tu peux prendre au mot des valeurs, par exemple. Tu vois, dans plein d'entreprises, il y a des valeurs d'intrapreneuriat, d'entrepreneuriat, de choses comme ça, tu vois. Bon. Qui, en général, d'ailleurs, quand on les affiche, c'est qu'elles font pas partie de la culture. Mais du coup, c'est très intéressant parce que toutes les valeurs qu'il y a sur les murs, on va considérer qu'en général, elles font pas partie de la culture et donc on peut s'appuyer dessus pour faire évoluer la culture. Ouais, je suis d'accord. Quand je vois des valeurs au mur, je sais tout ce que l'entreprise ne fait pas. Mais exactement. Mais du coup, on peut toujours dire non, mais moi, je prends très au sérieux ces valeurs. L'intra machin, c'est hyper important pour moi. Et donc là, on va pouvoir baquer un peu son aventure pionnière en s'appuyant là-dessus. Ça, à mon avis, c'est possible. J'ai une petite illustration qui va dans ton sens et merci de me la rappeler parce que ça peut être très utile dans mon truc. J'étais dans un grand groupe américain, Johnson & Johnson, on peut le nommer pour le coup, c'est super ce qui s'était passé. Et ça dégueule de valeurs. Les grands groupes américains, ils en foutent de partout. Et notamment, il y avait des valeurs de dialogue, de machin, etc., etc. Et où tout le monde est égal. Enfin, tu vois les déclarations que peuvent faire des grands groupes américains en termes de valeurs. Évidemment, c'était assez peu suivi, ou en tout cas très placardé et moins vécu. Mais il y avait une DRH, il y a quelques années, Julie, qui avait pris au mot un bout de la valeur pour faire un truc qui était assez incroyable, c'est qu'elle m'avait appelé pour qu'on forme les élus du personnel selon le principe édicté dans les valeurs que tout le monde devait avoir accès à des formations équivalentes. Et comme j'intervenais sur des managers, elle avait dit bon, nous allons former, ou nous allons accompagner nos élus de la même façon qu'on accompagne nos managers, et donc vous allez faire un projet. J'avais fait une ambition avec eux et tout, c'était incroyable. Et c'est vrai qu'elle l'avait vendu avec une espèce de fausse naïveté, mais de naïveté incroyable que j'ai fait parce que c'est marqué. Et du coup, c'est difficilement contestable. C'est difficilement contestable. C'était tellement naïf, enfin, dans sa façon de le vendre, que c'était implacable. Ça me rappelle une autre histoire comme ça où, en l'occurrence, ce qu'on avait pris au mot, c'était pas les valeurs, c'était le dirigeant. Où lui, c'était un peu la même histoire que l'exemple que j'ai donné en entrée, c'est-à-dire que lui, son truc, c'était de dire, il faut qu'on arrive à avoir des positions plus fortes face au client et à challenger davantage le client. Mais le problème, c'est que quand on regardait ce qui se passait dans son codir et dans les différentes, ils arrivaient pas du tout à se challenger eux-mêmes et il y avait vraiment doigt sur la couture, le patron parle, les équipes écoutent, zéro antagonisme, zéro débat et du coup zéro appropriation parce que moi, si je fais partie d'une équipe et je me sens autorisé, culture, à rien dire, je vais dire oui, mais je vais penser non tout le temps. Et à chaque fois que je dis oui et que je pense non, je retourne dans mes équipes et je fais comme d'habitude, quoi. Donc ça, c'était un vrai problème. Et la manière qu'on avait eue de prendre au mot ce dirigeant, c'était de dire, en fait, tu peux pas demander à tes équipes d'être confrontantes face aux clients si, en même temps, elles ont l'habitude de s'écraser face à leur manager. Et donc, il faut imaginer que la relation manager-manager soit une espèce de gymnase, soit une espèce de terrain d'entraînement à l'antagonisme. Pour que ton truc fonctionne, pour que les personnes apprennent à être plus confrontantes face aux clients, il faut d'abord qu'elles apprennent à être plus confrontantes face à leur manager. Et donc, le niveau boss de ce jeu-là, c'est face à toi aussi. Et donc, la meilleure manière que tu vas avoir d'atteindre ton objectif, c'est de te faire vachement plus challenger dans tes codires, par exemple. Mais alors, ça amène à un truc, étonnamment venant de toi, assez contre-intuitif. Bon. Non, mais je suis en train de penser à mon client, assez contre-intuitif, parce que dans mon exemple, prenons l'exemple du recrutement. À la base,
on a une opposition, je sais pas si c'est de valeur, mais en tout cas une opposition de point de vue entre ma position et la position de mon chef. Et qui n'est pas une position présumée, qui est une position explicite et officielle. Ok. Et donc effectivement, la plus grande partie du temps sur ce sujet de l'équipe en question consiste à essayer de convaincre l'autre qui doit changer de point de vue. Et comme l'autre, il est sûr d'avoir raison, que de toute façon il est chez lui, et qu'il a beaucoup de qualités, mais le dialogue n'est pas dans le top 3 de celle-ci, on se retrouve devant une situation qui est complètement bloquée, puisque ils savent que ça va être extrêmement confrontationnel. Donc soit ils y vont, ils se font fumer la gueule, soit ils y vont pas, et ils disent de toute façon, on va se faire fumer la gueule. Ouais. Mais si je vais dans ton sens, plutôt que d'aller dans la confrontation, il faut chercher dans ce que dit ce mec les injonctions qui nous arrangent. Exactement. Et par C'est exemple, ça, prendre au mot. Exactement. Tu prends au mot, évidemment, de manière un peu opportuniste et de manière maligne, mais c'est ça. Ouais. Et du coup, ça veut dire que je vais parler dans son monde à lui, plutôt que d'essayer de le faire accéder au mien. Donc, par exemple, le monde de ce patron, c'est un monde assez autocratique, tu l'as compris, assez centralisé, très axé, très rationnel. Un certain nombre d'actions doivent répondre à un certain nombre de problèmes pour atteindre un certain nombre de résultats. Et je me dis en t'écoutant que dans le cas du recrutement, il va falloir lui proposer cette stratégie, non pas comme nous on pourrait la vendre tous les deux, avec un brin de romantisme, parce que nous on la vend toujours avec un brin de romantisme, en mode la dignité des faibles, et puis etc. de conviction, et Oui. puis, c'est ça. Ouais. Voilà, et notre lutte, enfin tu vois. Et on lui fait mater un épisode de Kaamelott. Exactement, et on est bourré d'émotions, le mec va nous voir comme des gauchistes de l'enfer, etc. Mais au contraire, de dire, alors, voilà notre stratégie économique permettant de retrouver des bons résultats dans cette usine où notre problème est le sous-staffing. Et donc, effectivement, en t'écoutant, je me dis, c'est pas prendre au mot parce que c'est pas exactement quelque chose qu'il nous demande, mais c'est son mode de pensée. Donc pour moi, prendre au mot, c'est pas nécessairement prendre un mot comme avec les valeurs Non, mais et l'utiliser. Un objectif, une injonction. Et oui, voilà, et c'est se mettre dans son monde et poser dans son monde l'argumentaire qui nous arrange. Exact. Et donc là, par exemple, un argumentaire extrêmement rationnel qui va dire, bah voilà, stratégiquement, si on prend que des bons, bah on va les payer extrêmement cher. Voilà ce que ça va avoir effet comme résultat à la fin. Pourquoi on va les payer extrêmement cher? Bah parce que le marché est très concurrentiel. T'as qu'à voir les gens qu'on a pris au bon niveau. Voilà combien ils coûtent, 20% de plus, blablabla. En revanche, nous, on a une autre stratégie. Voilà ce qu'elle a. Il va falloir mettre de la formation. Voilà le coût de la formation. On va payer, on va économiser là ce qu'on va dépenser là. Au final, tatati tatata. Et par ailleurs, on réduit le temps où on est en sous-effectif, donc on rallonge le temps où on produit bien. Je trouve que ça, c'est un truc qui est très très important quand vous vous opposez à votre hiérarchie sur un point précis. Surtout, faut partir. Mais sur un point précis, la tentation, c'est je conteste, je lutte. Oui. Et la solution, c'est probablement, je renonce pas à moi, dans mon exemple, il faut qu'ils fassent ça. Bien sûr. Il faut pas qu'ils changent bien sûr. d'un iota le truc, ils n'y arriveront jamais sinon. Mais par contre, je me mets dans les godasses de l'autre et je lui raconte l'histoire dans son univers à lui. Exactement. Et ça serait ça, prendre au mot, plus vaste que juste utilise un mot littéralement, quoi. Ouais. Et pour aller au bout de ce truc-là, ça veut pas dire qu'il va changer, hein. Ça veut pas dire que ses réactions vont changer, et c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir faire ce qui te semble aller dans le bon sens, malgré la contradiction, l'opposition que tu as avec ton chef. Ton chef, il va pas changer. Il va garder les mêmes réflexes, il va être impatienté par les mêmes trucs, il va être agacé par les mêmes trucs, il va rien changer. Mais ce qu'il faut réussir à faire, c'est changer le sens de ces comportements-là. Si je finis sur mon exemple là, de mon manager à qui on disait, du coup, il va falloir que vos N-1 se confrontent davantage à vous, lui, il continuait d'être agacé par ça. Parce qu'en fait, ça l'agace. Qu'on contredise son autorité en codir, ça le rend fou, en fait. Mais à partir du moment où on a présenté les choses différemment, quand il s'agace, ça veut dire que il complique la tâche des gens qui le challenge, donc il les entraîne encore plus. Et donc, plus il s'agace, plus il joue son rôle de « je vous entraîne pour vous endurcir face aux clients ». Et donc, en gros, maintenant, les équipes, quand ils cherchent à challenger ce gars-là et que le gars s'agace, à la fin du codir, ils avaient pour consigne de leur dire « mais
merci hein, pour ta réaction, parce que tu m'aides vachement. Parce que les clients, ils vont avoir les mêmes réactions que toi et ça m'aide vachement, donc continue de faire ça. Donc, on passe de arrête de réagir comme ça, c'est chiant, en gros, même s'ils le disent pas comme ça parce qu'ils sont plus respectueux dans cet environnement-là, mais ce que leurs réactions veulent dire ça, mais continue, tu m'aides vachement parce que ça m'entraîne. Et tu vois, ça, quand tu arrives comme ça à prendre au mot et à rentrer dans la logique, tu peux aller jusqu'à des trucs comme ça. Dans certains cas, quand ça se présente, Exactement. effectivement. Dans mon cas, ça va un petit peu moins se présenter parce que on a beaucoup moins de discussions sur comment les choses se passent et que je pense qu'il le prendrait assez mal, il le prendrait comme quelque chose d'ironique. Mais ah oui, il faut pas que ce soit ironique. voilà, il faut pas que ce soit ironique et lui, probablement qu'il le prendrait comme quelque chose d'ironique parce que justement, sa communication est un peu méfiante et donc voilà. D'accord. Donc je pense que toute la partie que tu disais sur le prendre au mot, la façon dont on va pouvoir l'opérer marche tout le temps. Dans le cas où vous avez un désaccord assez important avec votre hiérarchie. Aller jusqu'à ce que tu dis, ça doit se faire avec parcimonie en fonction de la nature de la relation. C'est-à-dire, si le mec est un tout petit peu joueur, why not? Si le mec est très premier degré, très je commencerai pas par ça, parce que justement, il faut, pour moi, on est dans cette logique où on va chercher à rassurer en étant dans le truc. Mais moi, je trouve ça intéressant d'arriver à trouver une façon de défendre ses idées en les mettant dans les pieds de quelqu'un. Et là où je suis d'accord avec toi, même si je vais probablement moi pas lui faire remarquer, je pense qu'on va progresser soi-même en essayant de le mettre dans son monde, parce que ça va quand même nous obliger à répondre à un certain nombre de questions. Typiquement, dans mon exemple, le rationnel du coût de la formation par rapport à... c'est quand même quelque chose qui va être intéressant à sinon calculer, au moins envisager, quoi. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a un vrai, toi là dans ce cas-là, il y aurait un vrai intérêt. J'irai pas lui faire remarquer, mais il y aurait un vrai intérêt. Et il y a un autre intérêt, c'est que moi, le manager qui est à la tête de cette équipe que je connais très bien, il a une tendance à la rébellion. C'est-à-dire que lui, s'il trouve que quelque chose est con, il va vraiment avoir tendance à lutter, quoi. Alors, dans certains cas, c'est magnifique. Parce que justement, il y a une espèce de... Ça lui donne un poids dans l'organisation, avec ses équipes, ça lui donne une aura. Parce qu'on se dit, ouais, le type a du courage, a de la suite dans les idées, etc. En gros, dès qu'on est vraiment sur un sujet valeur, c'est OK, je trouve. Parce que je trouve que voilà, ça permet de rentrer dans l'art de l'autre et je trouve que ça crée quelque chose de positif dans la vie d'entreprise, cette pluralité. Par contre, dès qu'on est en opérationnel, c'est beaucoup moins efficace. Parce que du coup, ça crée une tension inefficace qui fait que le résultat n'est pas obtenu et que là, pour le coup, le panache est vraiment contre-productif. Ça m'inspire ton truc pour dire, garde ton panache pour les vrais sujets de valeur et fais quelque chose de plus tactique ou de plus habile pour les sujets de mise en œuvre. Tu vois, donc tu distingues valeur et mise en œuvre. Ça aussi, c'est des vrais sujets de culture. Bah, évidemment, les valeurs, ça va structurer la culture. Les croyances aussi. C'est-à-dire que je trouve que c'est important de faire une distinction entre valeur et croyance. C'est-à-dire que la valeur, en gros, c'est ce que je veux atteindre. Et la croyance, c'est qu'est-ce que je pense efficace pour atteindre ce résultat. Hein? Par exemple, tu peux avoir une valeur de tolérance, mais avoir des croyances différentes sur la manière d'atteindre, de te rapprocher de cette valeur de tolérance. Certains vont penser qu'on va s'en rapprocher en étant parfaitement égalitaire. D'autres vont penser... discrimination positive, d'autres... Exactement. Et ça, c'est des croyances. Ouais. Hein. Il y avait une campagne présidentielle il n'y a pas si longtemps que ça. On voit que finalement, les candidats se distinguent pas tant par les valeurs, parce qu'ils clament haut et fort tous qu'ils sont pour la solidarité, pour la justice sociale, pour je ne sais quoi, mais ils diffèrent vachement sur la manière d'y arriver. Bien sûr. D'ailleurs, historiquement, droite-gauche, c'est à peu près ça le truc, c'est... on veut tous faire un progrès dans le pays. Et il y en a qui pensent qu'on le fait par plus de liberté, que ça va entraîner tout. Et les autres qui pensent qu'on le fait par plus d'égalité et de redistribution pour machin. Exactement. Et tant les valeurs de fond sont souvent pas si éloignées de ça. Non, c'est les mêmes. Et d'ailleurs, ils sont malins, parce que quand ils disent je suis pour la justice sociale, tout le monde est d'accord. Bah oui. Évidemment, tout le monde est d'accord. Je suis pour la solidarité. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la solidarité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, par rapport à cette histoire de culture, je trouve que une autre manière de rentrer dans la vision du monde de la personne plutôt que de s'y confronter, c'est aussi de réussir à creuser, pas uniquement les valeurs, mais les croyances. C'est-à-dire, sur quelle hypothèse la personne se base pour prendre les décisions qu'elle prend. Dans ton exemple, le mec qui dit
il faut recruter les meilleurs. Il a des croyances. Il se base sur des hypothèses. Par exemple, l'hypothèse sur laquelle il se base, c'est que la réussite est une histoire de compétence et que la compétence, on l'a ou on l'a pas. Bon. Nous, on va se baser sur une autre hypothèse, c'est que l'envie est plus importante que la compétence et que parce que la compétence, elle s'acquiert vachement plus facilement que l'envie, par exemple. Et donc, ça me semble intéressant aussi d'aider ton client si jamais il a pour objectif de faire évoluer un tout petit peu son patron, aussi, plutôt que de dire « Ah, tu dois changer, tu dois être d'accord avec moi », plutôt que d'essayer de le convaincre, de creuser vachement plus, de le questionner en fait, de le questionner plus que d'argumenter, et de le questionner sur, justement, ou de s'étonner de « Ah, mais en fait, parce que moi, ce que je comprends et que je n'ai pas compris, c'est que toi, ton idée, ton hypothèse, c'est qu'on y arrivera plus si on recrute des gens qui sont directement compétents. » Tu vois, et ça, je trouve que c'est intéressant de creuser ces trucs-là. On fait jamais ça, en fait. On est toujours dans un débat argument contre argument. C'est intéressant d'aller creuser les hypothèses qui sont sous les décisions qu'on prend. Ça me paraît logique quand je t'écoute, mais ce que je trouve difficile là-dedans, c'est que les gens sont tellement souvent sûrs de l'évidence. Tu vois, par exemple, sur cet exemple-là il faut prendre les meilleurs pour avoir les meilleurs résultats. Je connais pas personnellement le patron, mais je sais que dans ce genre de cas, très souvent, les gens sont tellement persuadés que c'est une évidence que leur poser la question peut les agacer terriblement. Et je me rends compte, moi, et là, c'est pas que lui, je trouve qu'on est dans un monde où les gens sont très, très ramassés sur justement leurs croyances et sont persuadés que tous les gens qui ne croient pas comme eux sont invariablement des sombres connards. Et on l'a vu, tu faisais mention de la campagne, c'est très, très flagrant, c'est-à-dire que il y a vraiment un discours sur l'adversaire, qui n'est pas le candidat, mais les votants, quoi, qui est une violence hallucinante. Sur le candidat, ça ne me choque pas, mais sur les votants, moi, je trouve ça hallucinant et ahurissant. Et ça, moi, je trouve que du coup, ce que tu dis, je le comprends parfaitement, mais ça suppose qu'on soit déjà dans un niveau de conversation qui soit relativement apaisé. Parce que si on est dans un niveau de discussion qui est déjà très confrontationnel, je trouve que c'est très très difficile. Ouais, je suis d'accord. Mais ça amène aussi un autre élément, c'est qu'à partir du moment où tu vas avoir une influence sur quelqu'un, on est bien placé pour le savoir dans notre job de consultant, à partir du moment où tu vas avoir une influence sur quelqu'un, il faut que tu aies la relation avec cette personne. Du coup, tu peux pas entretenir cette relation uniquement dans des moments de tension, dans des moments de désaccord. C'est-à-dire que tu dois, d'une manière ou d'une autre, ton client par rapport à son président millionnaire, là, il doit se démerder pour, sur plein d'autres sujets, entretenir la relation avec cette personne pour avoir une relation suffisamment établie pour que ces discussions-là soient possibles. Sinon, il y arrivera jamais. Il n'y arrivera pas. Après, il y a quand même d'autres méthodes, parce qu'il y a la relation, mais il y a aussi l'action. C'est-à-dire que, et là, je voulais venir à un autre sujet, qui est pour moi une autre stratégie qu'on peut avoir et c'est du c'est pas une autre meilleure, mais qui est, pour moi, il y a quand même une erreur qui est faite quand on est trop en amplification. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème qui serait, par exemple, face à la difficulté relationnelle sur ce sujet-là, de finalement baisser les armes et de faire encore plus de ce qu'ils demandent. Or, et j'en viens donc à ce que je te disais sur l'action et tout ça, c'est que tu peux aussi, dans des univers comme ça, parce que quand même il n'est pas partout, tous les jours, tout le temps, tu peux aussi faire des actions sans complètement avoir son aval et démontrer par les faits. Mais sans venir chercher le « Ah, t'as vu, hein, t'as vu, petit con ». Tu vois, évidemment, moi je me vois quand même dans toutes les entreprises, ça c'est très vrai dans les entreprises. Je sais pas si c'est vrai dans toutes les organisations, mais dans les entreprises, c'est très vrai. À la fin, il y aura quand même une prime au résultat. C'est-à-dire qu'il y a aussi un moment où il me semble que on prend au mot, on peut questionner les raisons, et puis il y a un moment où il faut que vous soyez au clair, si vous êtes vraiment au clair sur « c'est ça qu'il faut faire pour avoir le résultat », commencez par ne pas amplifier la commande qu'on vous passe. C'est-à-dire, puisqu'il me demande de prendre que les bons, je vais vraiment prendre que les bons. Et par exemple, je vais prendre quelqu'un qui a l'air, donc je sais qu'il est moyen, mais je vais présenter les choses de façon à ce que, tu vois, je dis pas que c'est de la désobéissance pure, mais je pense qu'il y a aussi une façon de dire, attends, tu sais quoi, il y aura jamais de débat sur tout. Tu vois, quand il faut embaucher 20 personnes à 6000 bornes d'ici, c'est pas vrai, il va pas aller faire les 20 entretiens. Donc, je crois qu'il faut aussi se dire, dans l'entreprise, on peut avoir raison, parce qu'on est l'expert d'un sujet contre son chef ou contre sa hiérarchie, qui regarde les choses de très loin.
et le faire quand même, parce que finalement, c'est dans son intérêt à lui. Bien sûr. Parce que le grand perdant du non-staffing dans les usines, c'est le big boss qui est le proprio de la boîte. Donc même si enfin, tu vois, il y a un moment donné où tu as envie de lui dire, vas-y, recrute les mecs. Ouais, mais il va vouloir voir. Ok, mais maquille. Tu vois, un peu. T'es pas obligé de dire, j'ai pris des nuls. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Mais t'es pas obligé d'amplifier en faisant exactement ce qu'il demande, parce que c'est plus grave. Mais pour revenir à notre discussion du début, t'es d'accord que c'est quand même une prise de risque et ce sera perçu comme ça? Oui, mais en fait, je suis pas sûr. En fait, je crois que, et ça, il me semble que les codires devraient vraiment se rendre compte et se parler des angles morts. Je pense qu'il y a énormément d'angles morts. En fait, je crois que il me semble que quand on est dans une entreprise où justement il y a un poids culturel ou hiérarchique qui nous arrive dessus sur un sujet donné, ça nous agace et donc on a tendance à le trouver omniprésent, ce problème. Et donc on l'exagère d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on l'amplifie. Et donc l'autre qui dit je veux prendre les meilleurs à tous les postes, il a 3000 bonhommes. Donc il n'y a pas les meilleurs à tous les postes. Alors tu peux aller dans son monde, tu peux aller dans la confrontation, ou alors juste dans la réalité, il va pas vérifier chaque poste. Bien sûr. Et donc du coup, moi je trouve qu'il y a vraiment un travail dans un codir, dans une équipe, même pas codir, dans n'importe quelle équipe, quand on a ce genre de difficulté aussi, de bien identifier les angles morts, c'est-à-dire arrêtons de fantasmer. C'est pas partout en fait qu'ils nous demandent ça. Ils nous demandent ça sur le top 3 du site. Ah oui, donc 3 postes sur 20. Et c'était d'ailleurs la discussion que j'avais avec eux. Ils me disent, il veut pas. Il veut pas pour les 20. Non, il veut pas pour 3. Alors, ok, mettez les 3 de côté, mais il faut être quoi sur les 17, les gars? Et c'était ça la proportion. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc ça aussi, je trouve qu'il y a un truc de... Et là tu prends pas un énorme risque, en fait. Non. C'est juste que t'es obsédé, ils sont obsédés par ce qui est interdit au point de ne plus voir ce qui est autorisé. Ouais. Ça, je trouve qu'il faut travailler ça. Mais tu vois, je rebondis là-dessus. Ne plus voir ce qui est autorisé, c'est que si j'élargis un tout petit peu le sujet, avoir une culture forte, ça a plein d'avantages. Je pense qu'on est bien placé pour le savoir. Nous, on fait en sorte d'avoir une culture assez forte chez Albus, etc. Ça a plein d'avantages parce que ça crée une identité, ça crée des réflexes, ça facilite un certain nombre de choses. Le problème, c'est que ça réduit le champ des possibles d'une manière incroyable. C'est-à-dire que ça rend inaccessible tout un éventail de solutions. Parce que ici, c'est pas comme ça qu'on fait. Et je trouve que assez régulièrement, c'est quand même utile d'aller questionner ça. Et là, je parle même plus du rapport au boss. Je parle juste de collectivement comment on assume cette responsabilité collective de pas trop se laisser enfermer et de pas devenir une caricature de nous-mêmes. C'est un peu ce que je disais sur les pionniers, c'est toujours garder un peu d'esprit pionnier de. Exactement. On va revoir ce qu'il y a derrière la montagne pour voir s'il n'y a pas un truc trop cool. Exactement. Et parce que le risque, c'est encore une fois, c'est de devenir une caricature de nous-mêmes. Encore plus en situation de stress, en situation de crise. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Quand je suis stressé, j'ai tendance à devenir une caricature de moi-même, vachement plus que quand je suis cool, quoi. C'est de très 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 mauvaise foi. Je passe de 80% de mauvaise foi à au-delà de 100, je pense. Mais en disant ça, je suis de bonne foi, donc ça te met un peu dans la merde, quoi. Et là, je suis fier de moi. Mais et donc, il y a cette responsabilité collective de pas se laisser enfermer. Moi, je me souviens d'un truc qu'on avait fait. Je m'étais inspiré d'un gars, je sais plus qui c'est. Il disait un truc intéressant. Il disait, en gros, quand tu regardes un peu l'histoire de l'humanité et puis les grands changements culturels, il citait l'abolition de l'esclavage. Enfin, c'est pas que des changements culturels, mais ça, c'est aussi des changements culturels. Tu vois, l'abolition de l'esclavage, le droit de vote des femmes. Et il disait, en gros, ces trucs-là, ça passe toujours par 3 phases. L'idée, elle paraît d'abord ridicule. Complètement ridicule, en fait. Pourquoi est-ce qu'on se passerait d'une force de travail complètement gratuite? Pourquoi on donnerait le droit de vote à des femmes qui n'y connaissent rien en politique? Mon bon monsieur, vous vous rendez pas compte? Donc, au début, c'est complètement ridicule. Après, à mesure que la crédibilité de l'idée et que sa probabilité augmente, bah, elle commence à devenir dangereuse. Ah non, mais attends, abolir l'esclavage, c'est hyper dangereux économiquement, on va y perdre. Guerre de sécession. Guerre de sécession, exactement. Peut-être parce qu'on se sent vraiment face à une menace, en fait, quelque chose de super dangereux. Droit de vote des femmes, pareil. Après avoir été perçu comme complètement ridicule, c'est perçu comme dangereux. En fait, c'est la fin de la démocratie. Parce que, évidemment, les femmes sont pas assez matures pour voter, dans l'esprit hyper macho de l'époque. Et puis, à un certain moment, ça devient évident. Et donc, tu as toujours ces 3 phases, ridicule, dangereux, évident. Ça veut pas dire que toutes les idées dangereuses vont devenir évidentes un jour, mais ça veut dire que toutes les idées évidentes ont un jour été perçues comme dangereuses ou ridicules.
Une question à se poser, c'est de se dire, ce serait quoi par rapport au recrutement, par rapport à la résolution de tel problème, par rapport à je sais pas quoi. Identifions pas seulement des idées qui nous paraissent bonnes, identifions aussi des idées qui nous paraissent ridicules et des idées qui nous paraissent dangereuses. Et allons questionner, pourquoi elle nous paraît dangereuse cette idée? Pourquoi est-ce qu'elle nous paraît ridicule? Et est-ce qu'il n'y aurait pas une variante de cette idée qui serait suffisamment acceptable pour que ce soit pas un tollé général, mais suffisamment proche de l'idée originale pour que ça nous permette quand même de pas se laisser complètement enfermer par ce qui nous paraît possible ou impossible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et là, on arrive sur un point, et je pense que c'est pas un hasard qu'on arrive sur ce point-là dans une discussion autour d'un sujet culture en général. C'est que on arrive sur un point qui est que la plupart des entreprises ont des cultures très fortes et en plus des process très forts. Ça, c'est plutôt les grandes pour le coup. Ils vont additionner des cultures, des process tellement forts que tu vas te retrouver avec des gens qui ont énormément de mal à faire ce travail, selon ce schéma-là ou d'autres. Il y a plein d'autres schémas de créativité qui marchent très bien. Ouais. C'est pas celui-là ou aucun autre. Celui-là, il est très pédagogique, j'aime bien, mais je veux dire, vous pouvez en trouver plein d'autres. Par contre, je trouve que ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'on a vraiment perdu beaucoup d'imagination dans les entreprises. Moi, je suis fasciné, ou inquiet d'ailleurs, je suis pas une fascination positive, une fascination très négative, mais je suis très inquiet de la difficulté des équipes à faire ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans des entreprises où il y a tellement de contraintes qu'ils ont perdu la capacité d'imaginer. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et j'étais dans un séminaire il y a quelques jours où j'ai passé une première journée très difficile parce que les idées étaient sans aucune imagination. Pour moi, les entreprises devraient mettre dans leur priorité le fait de regagner de l'imagination. C'est-à-dire la capacité à imaginer des solutions dangereuses, des solutions absurdes, des solutions ridicules. Évidemment, pour ne pas toutes les mettre, hein, parce que des fois, elles sont dangereuses. Et des fois, elles sont ridicules. Mais vraiment, il y a ce truc-là. Moi, je suis inquiet de ça. Alors, je suis inquiet vite fait parce qu'en fait, ça nous fait beaucoup de boulot à nous. Hein, parce qu'en fait, il y a tellement peu d'imagination. Là, il y a eu des scandales sur pourquoi l'État utilise des cabinets de conseil. Moi, je trouve que le principal scandale, c'est pourquoi il utilise McKinsey. Parce qu'en réalité, sinon, je comprends très bien pourquoi il utilise des cabinets de conseil. C'est que c'est extrêmement difficile, dans des mondes aussi contraints, avec le rythme qui est là, d'arriver à réavoir de l'imagination tout seul. Moi, je pense que ça doit être une priorité et je pense qu'il faut créer des moments. Je pense que c'est l'utilité d'ailleurs des moments à l'extérieur, au vert, des moments un peu plus longs, des déjeuners, les soirées, j'aime pas trop ça moi, mais de tous ces moments un peu différents, c'est d'aller rechercher de l'imagination parce que sinon, pour faire ce que tu dis, il faut un peu d'imagination. Ouais. Et tu vois, même ça, je trouve que moi, chez certains de mes clients, ça va à l'encontre de la culture. D'avoir de l'imagination, tu veux dire? Non, pas d'avoir de l'imagination, ils peuvent tous le souhaiter, mais de faire ce qu'il faut pour. T'es au téléphone avec une cliente hier, et en gros, le constat, c'était de dire que c'est dans une usine, ils sont face à des problèmes d'amélioration continue de qualité énormes, en fait. Et du coup, ils ont des indicateurs de qualité hyper dégradés. Et en fait, ils sont dans l'action. Faut shooter ce problème. Ils courent dans tous les sens. J'ai un des managers qui me montrait, il a un petit podomètre sur la ceinture. Et il me montrait son podomètre et il est à 14 000 pas par jour ou 15 000 pas par jour. C'est bon pour la santé. Il a une santé de dingue. Sauf que le stress, ça compense un peu vers le bas. Mais il y a un truc que moi j'essaye de leur faire faire et qui leur paraît absolument impossible, c'est passer une demi-journée de pure réflexion avec une seule consigne, c'est on s'interdit de construire un plan d'action à la fin de cette journée. Juste, on réfléchit quoi. Souffle, on n'est pas là. Et parce que en fait, cette cliente que j'adore par ailleurs, elle me dit mais ce sera pas acceptable parce que si on sort pas avec un plan d'action béton, ils vont être super déçus et ils vont s'en vouloir. Et déjà qu'ils se jugent un peu, ils vont se juger encore plus fort. Le patron va dire des managers opérationnels qui sont nuls et les managers opérationnels vont dire du patron qui sert à rien, etc. Et on peut pas faire ça parce que c'est hyper dangereux. Et donc tu vois, rien que ça, et là pour le coup, moi c'est ça que je trouve dangereux, ça devient contre-culturel de passer une demi-journée de réflexion qui n'aboutissent pas à un livrable qui attesterait de l'efficacité du machin. Alors tu sais, je vais te dire un truc, ça c'est pas chez ton client, c'est dans toutes les boîtes. Et alors par contre, moi je peux assez facilement faire un coup de gueule là-dessus. D'ailleurs, on pourrait le séquencer et puis comme ça, si vous êtes en galère et qu'on vous dit il me faut un plan d'action, vous diffusez ce coup de gueule. Vous diffusez ce putain de coup de gueule. On a trop dit les réunions doivent aboutir à des plans d'action. Les réunions doivent aboutir à des plans d'action, c'est une idée qui marche une fois sur deux, clairement. En vrai, ça annule
la réflexion et l'imagination. Ça annule la réflexion parce qu'il faut aboutir vite. Donc, Il nous reste 1h30 pour notre plan d'action. et encore 1h30, c'est sympa. Généralement, les réunions, elles font 1 heure parce qu'on a des créneaux d'1 heure. Donc, et en plus, elles sont par team, c'est machin. Donc, en gros, si tous les deux, on a un avis différent et que le troisième, il a encore un avis différent, C'est lui, la il a merde. une régulation personnelle qui dit attends, ça va déjà être difficile de tenir le timing, Ouais. je ferme ma gueule, je fais pas. Donc, on anime ça. Et l'imagination, c'est encore pire. Parce qu'à partir du moment où je vais rentrer dans et si on faisait ça, et puis après on dit un truc dangereux Ouais. ou ridicule ou un peu des deux, alors là, on est sorti complètement du réel. Résultat des courses, comme on veut des plans d'action tout le temps, on n'a ni réflexion ni imagination. C'est la catastrophe. Et donc moi je dis, il faut vraiment avoir un système dans lequel on dit, oui, il y a des réunions qui ont besoin d'un plan d'action parce qu'elles sont techniques, elles analysent une cause et on apporte des actions qui vont venir la corriger. Mais quand on veut vraiment créer quelque chose, il faut accepter qu'il n'y ait pas de plan d'action. Et d'ailleurs, dernier point là-dessus, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une des clés, c'est je dis, regardez le nombre de plans d'action que vous avez pondus et qui n'ont pas été tenus. Ils sont des dizaines. Moi, je dis tout le temps ça quand je démarre une réunion, je dis, mais vous faire un plan d'action, les gars, c'est trop facile. C'est-à-dire que je suis sûr de réussir, je n'ai aucune difficulté. C'est hyper simple, il suffit que j'en fasse une règle, on sortira avec un plan d'action ou on ne sortira pas, et je pousse. Et les mecs, comme ils ont envie de sortir, ils vont me sortir un plan d'action. Derrière le plan d'action, il est con, parce que quand j'étais jeune, moi, et que j'animais des jeunes consultants, que j'animais des trucs, les mecs, ils me rappelaient 3 jours après le séminaire en disant « Ouais, putain, finalement, les actions, c'est pas les bonnes. » On s'est rendu compte 3 jours après. Et oui, pourquoi ? Parce qu'il faut dormir sur une action. On le sait, nous. Enfin, tout le monde le sait d'ailleurs. Quand on a une vraie hésitation, on arrête le sujet, on passe notre soirée, on dîne, on dort, et le lendemain matin, parfois, ah, mais ça y est, j'ai trouvé. Le cerveau est comme ça. Bref, on laisse le temps, quoi. On laisse le temps, mais pas toujours. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, quand ça galère, on s'arrête, on remet à plus tard, et on avance sur autre chose, et le lendemain, on reviendra, etc. S'arrêter, remettre à plus tard, c'est absolument impossible quand tu te dis on doit avoir un plan d'action qui sort de cette réunion-là. Sauf que Impossible. moi, je veux, tous les gens qui ont ça comme règle, devraient me ressortir tous les plans d'action qu'ils ont faits et qui n'ont pas été tenus. Pour leur montrer l'absurdité de cette règle. Parce que des plans d'action non tenus, il y en a des cagettes entières. Il y en a des camions pleins. C'est un truc de fou. Mesdames et messieurs, c'était un coup de gueule. Merde alors. Voilà. Putain. Je crois que les entreprises qui se lancent ou qui essayent de lancer des logiques, tu sais, de co-développement à l'intérieur de leur fonctionnement, Ouais. c'est pas du tout contre-culturel parce qu'on a toujours eu des outils, management, etc., etc. Je trouve ça pas si bête. Alors souvent c'est fait de façon un peu scolaire et voilà. Mais le co-développement, bah, pour ceux qui savent pas, c'est une technique de, je crois que c'est canadien. Enfin en tout cas les Canadiens l'utilisent beaucoup. Ouais. Paillettes et Champagne, ils s'appellent ceux qui ont fait ça. Je les cite parce qu'ils ont des jolis noms. Ah oui c'est vrai. Ouais. Et ils sont canadiens alors? Et ils sont canadiens, bah oui, bah pour s'appeler Paillettes et Champagne. Oui, tu m'étonnes. Non, mais et donc c'est une technique très simple de transaction relationnelle. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur des rôles qui vont nous permettre de traiter un sujet conflictuel sans conflit. C'est voilà, vraiment une répartition des rôles. Donc c'est assez bien, il y a des variations, on peut le faire un petit peu plus de façon un peu plus latine ou de façon très nordique, très raisonnable. Bon. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas idiot d'essayer de mettre ça en place, même si je trouve que c'est souvent un peu trop scolaire. Je trouve que pour le coup, c'est un outil qui est intéressant parce que justement, c'est un outil de la réflexion. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que, contrairement à d'habitude où on part d'un grand sujet, on essaie de trouver des idées générales, et puis on cherche à les appliquer au cas particulier, et là, on se rend compte que c'est compliqué. Bah là, c'est exactement le contraire, en fait, souvent. C'est-à-dire que on a un client, on appelle ça dans le codev, qui arrive avec sa situation particulière. J'ai du mal dans telle agence à faire ceci ou cela. Et donc, on va l'aider à trouver des solutions singulières par rapport à ce problème particulier. Et ensuite, on peut toujours se poser la question du caractère généralisable de ces solutions. Mais mine de rien, c'est pas complètement étranger à notre sujet du jour, cette affaire. Non, c'est pour ça, je trouve que c'est assez proche parce que c'est une façon assez conventionnelle, donc assez facile à vendre, de tordre la culture. Oui. Alors, il faut bien le faire. Je dis pas que c'est systématique et que ça marche tout le temps, mais comme c'est par définition un espace de réflexion plus libre et dépassionné, mais que c'est très facile à vendre parce que c'est bien dans les critères classiques des entreprises, c'est-à-dire en une espèce d'outil managérial, formation, machin chose,
Donc ça coche beaucoup de cases, c'est un poison assez efficace. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un moyen de passer sous les radars. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où tu apportes une solution singulière à un problème particulier, ça va pas être perçu comme menaçant. Vu que c'est un truc très localisé, ça va pas être considéré comme une menace à la culture. Mais si ça marche, bah ensuite tu vas pouvoir se poser quand même la question de la généralisation. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc par rapport à l'évolution de la culture, et le Codev est un exemple de ça. Ceux qui s'intéressent de manière un peu scolaire, un peu universitaire à ça, ils ont identifié qu'il y a une technique qui fonctionne bien, qui s'appelle l'influence minoritaire. L'influence minoritaire, c'est l'idée de dire que, en fait, quand tu veux changer la culture, tu vas la changer par 3 gugus dans un coin, qui cherchent absolument pas à convaincre les autres, et qui vont tester des trucs sans rien dire à personne, et donc, ils vont pas être perçus comme une menace par la majorité, donc ils vont pas être exclus par le système immunitaire qui est la capacité de régulation de la culture, quoi. Et puis, bah, petit à petit, ça va faire boule de neige. Ouais, c'est un peu le système des premiers peintres de la Renaissance qui vont peindre des trucs dans les monastères, sauf que en fait, quand tu regardes ce qui est peint, tu te dis mais c'est marrant, c'est pas la même chose. Ouais. Mais par contre, c'est quand même une scène, ça ressemble à une scène d'église, mais c'en est pas une. Moi, je suis passionné par cette période-là de la peinture pour cette raison, je pense, au fond de moi. Et quand tu vas regarder ça en Italie, ce qui se faisait au 15e, tu te dis ouais, en fait, c'est des scènes d'église, mais c'est super. Il y a des érotismes, il y a des trucs comme ça qui sont arrivés par la toute petite porte et qui viennent changer. Et là, ça change le monde. Hein. Bah oui, c'est-à-dire que là, il y a 3 mecs, bien sûr. il y a trois moines, parce qu'en plus, c'est des moines, les mecs. Il y a 3 moines à Florence qui ont transformé la vision du corps humain en quelques décennies. C'est un truc de fou. Et effectivement, ils l'ont fait par la petite porte. Tu disais tout à l'heure, il y a un truc tu parlais de contre-intuitif. Ça peut l'être un peu aussi. C'est-à-dire que si vous voulez faire évoluer la culture, faut surtout pas chercher à faire évoluer la culture. C'est-à-dire qu'il faut pas chercher à évangéliser. Faites-le dans votre coin. Parce que si vous cherchez à évangéliser, vous serez perçu comme une menace et donc, en gros, la régulation du groupe va vous neutraliser. En revanche, si vous le faites dans votre coin et que vous cherchez absolument pas à convaincre qu'il faut se rallier à vous, etc., bah là, pour le coup, on va vous laisser tranquille. Et si ça fonctionne, ça fera boule de neige. Exactement. Et alors, puisqu'on parle de culture et de faire boule de neige et de le faire dans le coin, et que j'évoquais la Renaissance, ça me fait penser peut-être à une idée qui pourra nous faire un peu boucler tout ça, c'est que faire changer une culture, ça se fait aussi par la culture. Mais cette fois l'autre, c'est-à-dire se cultiver. Je suis aussi fasciné de cette mise à l'écart qu'il y a eu beaucoup, je trouve, dans les entreprises, entre l'entreprise, lieu de sérieux, rationnel, etc., et l'art, parce que moi je dis tout le temps, on me dit qu'est-ce que je peux lire comme livre de management. Moi je conseille toujours des trucs artistiques, parce qu'en fait je considère que c'est souvent par le regard de gens qui ne sont pas là pour nous faire des leçons, ce qui est généralement le cas des artistes, qui racontent leur histoire, qu'on va réussir à faire aux gens des changements absolument colossaux. Et moi, je trouve qu'il faut convoquer ça. Alors, j'aime pas du tout, pour moi, une citation hors du contexte de je ne sais qui, c'est pas de l'art. Pour moi, ça fonctionne pas. Par contre, prendre le temps de comprendre quelque chose, ou même simplement de le laisser rentrer. De découvrir une œuvre. Voilà, de le laisser rentrer dans une entreprise, c'est passionnant. Et c'est pour ça que moi, par exemple, de plus en plus, j'amène des livres, j'amène des BD, j'amène des mangas, On pourrait le faire avec des jeux vidéo, je connais très mal, mais je suis sûr qu'il y a des choses comme ça. On pourrait le faire avec n'importe quel type de culture. Et moi, ce que j'observe, c'est tu vois, on arrive à le faire avec un manga qui est sorti en 2020 ou avec Frangelico, 15e siècle, Florence. Parce qu'en fait, ces gens-là sont au-dessus. Pas parce qu'ils ont mieux, ils ont mis des émotions, ils sont au-dessus de ta contingence du moment. Et je trouve que ça aide beaucoup. Je crois qu'on devrait beaucoup laisser re-rentrer la culture pour que les cultures d'entreprise puissent se laisser infuser. Et sans chercher à faire un lien direct. On a derrière toi, il y a faut surtout pas chercher à faire un lien direct. Il y a le parrain, on n'a pas d'inspiration directe de le parrain pour le management, bien évidemment. Juste un mot là-dessus, c'est que si tu cherches à faire un lien direct, tu fais les transpositions toi-même, et donc tu empêches les autres de faire leur propre transposition. Et c'est le fait qu'ils fassent leur propre transposition qui sera hyper puissant, en fait. Donc si je résume ton idée, c'est faire évoluer la culture avec un petit C, grâce à la culture avec un grand C, quoi. Oui, et pas de façon, pas de façon bêta en disant tiens, regardez ce que dit Molière sur notre problème. Sûrement que Molière, il a parlé de plein de choses, donc c'est sûrement qu'il a parlé avec plus ou moins de notre problème. Mais la laisser re-rentrer, parce que ça fait partie aussi des choses qui vont réunir les gens
beaucoup plus facilement, même quand c'est pas la culture la leur. Hein. Moi, je peux te dire, on peut intéresser quelqu'un à la peinture de la Renaissance alors qu'il est fan de manga, c'est pas très difficile en fait, parce qu'il suffit de raconter la bonne histoire. Bien sûr. Et du coup, et justement, les gens vont être curieux, ça va fonctionner, et ça va amener des questions qui sont un peu des questions de moyen long terme. Ça peut paraître complètement dingue ce que je raconte, mais en vrai, je parlais tout à l'heure de l'imagination, et toi tu parlais des temps de réflexion, de la nécessité de questionner la culture, de prendre des risques, machin, etc. En fait, il faut se faire aider. Et ces gens-là peuvent nous aider parce que justement, ils sont pas là pour nous donner des leçons. Oui. Et tu parles de Renaissance, ça pourrait paraître intimidant. En tout cas, moi, avec mon niveau culturel sur ce sujet, ça m'intimide un peu. Mais tu peux utiliser, comme tu disais, tout type d'objet culturel, quoi. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé récemment d'avoir une conversation absolument passionnante avec une manager suite au fait qu'elle ait lu le dernier album de Goldorak. Ah ouais, qui est trop bien Que d'ailleurs, je conseille à tout le monde. Et que tu peux, et là pour le coup, elle a fait des transpositions incroyables sur ce truc-là et c'était passionnant. Mais alors tu vois, je te le fais, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais on est là de toute façon. Juste sur la Renaissance italienne, c'est quand tu vas à Rome, il faut aller à Saint-Pierre évidemment, et tu vas découvrir la Pietà de Michel-Ange. Donc la Pietà de Michel-Ange, c'est donc cette statue qu'il a fait de 18-19 ans, bon c'est du marbre, ça fait cette hauteur-là, la finesse des traits c'est de la pierre. Moi, ma mère, tu sais qu'elle est sculpteur, elle a fait un marbre de cette taille-là, et, ça lui a pris 6 mois, elle était épuisée, l'autre il fait un truc de... Bon, donc il fait ça fin du 15e siècle, début du 16e, quelque chose comme ça, quoi. Et en fait, la Pietà, donc c'est une jeune femme, la Vierge Marie, avec des traits très fins, très belle, avec c'est la Vierge et l'enfant, et avec sur ses genoux son fils. Mais généralement, quand on fait une Vierge et l'enfant, on met la Vierge Marie avec un bébé dans les mains. Et là, c'est un adulte. C'est-à-dire qu'ils ont le même âge. Et tout le monde est nu, là, dans cette affaire. Ou si tu prends le plafond de la Sixtine, tout le monde est nu. En fait, ce mec, il a amené l'érotisme dans les églises. Et il amène même l'homo-érotisme dans les églises. Et quand tu regardes le plafond de la Sixtine, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment l'imagerie homo-érotique classique qu'on a aujourd'hui. Si tu regardes des imageries homo-érotiques, c'est exactement Michel-Ange. Et lui, il met ça dans une église. En passant par les personnages. Donc, ce qui est fascinant, c'est là que je dis on peut s'intéresser même à cette culture-là, c'est-à-dire que c'est fascinant que si tu remets dans le contexte, tu te dis en fait ce type, il a mis une image érotique, homo-érotique au plafond d'une église, où il a mis une image purement érotique d'un homme et d'une femme dans une église. Il a dit que c'était la Vierge Marie et son fils, mais c'est pas possible. Ils ont le même âge en fait, donc ce n'est pas la Vierge, c'est pas la Vierge et l'enfant. C'est autre chose qu'il a représenté. Mais c'est mis dans une église, c'est payé par le pape et tout le monde est content. On parlait de pronomo tout à l'heure, là c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Et je crois vous voulez une Vierge Marie et son fils, ok, je vous le fais. Exactement. Et moi je pense que c'est un bon résumé de, en fait, comment tu changes la culture. Tu changes en l'acceptant. À l'époque, c'est qui ? C'est le pape qui paye. Et le pape, il veut quoi ? Il veut une Vierge et l'enfant. Je te fais une Vierge et l'enfant, frérot. Mais alors, le problème, c'est qu'après, c'est pas une Vierge et l'enfant. Et c'est fascinant quand même. Et moi, je trouve que voilà, on peut aller 500 ans en arrière et se dire. Bon, après, moi, je suis un grand fan de Michel-Ange. Mais c'est une super source d'inspiration, c'est génial. On est obligé de s'arrêter là-dessus. Je fais juste un petit résumé pour qu'on se rappelle de ce qu'on a dit. Donc là, on parle de quoi ? On parle de toutes les freins culturels et des hiérarchies qu'une équipe peut avoir, qu'elle soit dans la culture qu'on a appelée tacite ou qu'elle soit vraiment dans des règles édictées par la hiérarchie. On a évidemment dit d'abord que la désobéissance et le fait de ne pas respecter ça était extrêmement difficile. Le premier truc, c'est d'abord l'esprit pionnier, c'est-à-dire qu'évidemment, plus la désobéissance est vécue comme un risque et un danger pour tout le monde, et si je me plante, je suis un paria, moins il y a de chances que ça arrive, plus elle est vue comme une exploration de nouveaux territoires, auquel cas chaque échec sera vu comme plus logique, plus attendu, plus normal. Ensuite, t'amènes une idée sur laquelle on a beaucoup rebondi autour de prendre au mot. Alors pas forcément littéralement en prenant le mot qui a été dit, mais en tout cas... Rentrer dans la logique, les injonctions, les demandes, etc. Voilà, rentrer dans la logique de l'autre, que ce soit l'organisation ou une seule personne, et plutôt que d'aller dans la confrontation de l'élément sur lequel on n'est pas d'accord, essayer de mettre sa propre conviction à l'intérieur. La glisser, astucieusement à l'intérieur des mots qu'on nous a donnés et qui sont difficilement contestables puisque ils viennent de la hiérarchie et de la culture justement. Si on peut le faire, on peut questionner les raisons, on peut questionner les intentions. Ça nécessite une relation qu'on va pouvoir créer. Donc si elle est déjà existante, super, faites-le tout de suite.
Si elle est difficile, eh ben, Créez-la. c'est quelque chose qu'on va chercher à construire. Et puis on a aussi évidemment beaucoup parlé de temps de réflexion pour aller chercher à la fois de retour de l'imagination, éliminer ces plans d'action systématiques pour se permettre de regarder les problèmes pas toujours du même angle, et en constatant que plus on se met sous contrainte d'un plan d'action, plus la culture s'impose à nous, puisque moins les écarts ne sont productifs. Je crois me souvenir qu'il y a eu un coup de gueule sur ce sujet. Absolument. Et donc, on a un peu parlé de co-développement. Et puis, évidemment, de façon plus générale, on vous invite à relaisser rentrer la culture, la grande culture avec un grand C, hein, qu'elle soit de la Renaissance ou beaucoup plus contemporaine, très classique ou très moderne, ou même underground, peu importe. Mais en tout cas, de laisser rentrer la culture, parce que c'est souvent par elle qu'on peut faire passer des idées beaucoup plus subversives plutôt que par des canaux très directs. À peu près ce qu'on s'est dit. C'est exactement ce qu'on s'est dit. Bien, eh ben on se retrouve très bientôt pour une nouvelle table ronde. Allez, salut, à bientôt. À bientôt, salut tout le monde.